Donc, on est de retour avec cette deuxième partie entre Pietro et Samy qui vont présenter comment transformer un moteur de recherche classique dans un moteur conversationnel. On a essayé plusieurs prototypes. Il y en a un qui utilise une technologie que Google arrête dans 5 jours. Du coup, on a enchaîné sur autre chose. Et donc, voilà. C'est Merci, Christian. Bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Je me présente Samy Garani, développeur backend chez Alini et Pietro Milet, data engineer chez Aline aussi. Du coup. Donc, Aline, c'est marqué tout sur des slides. On est des experts de search. On est intégrateur d'Elasticsearch, OpenSearch et Sonar. Du coup. On fait du consulting et catalogue de formation aussi, e-commerce, search e-commerce, des formations Solar, etc. Nous avons notre propre moteur de recherche aussi qui s'appelle A2. C'est un moteur de recherche e-commerce et enterprise search aussi. D'autres solutions aussi de enterprise search. Nous avons aussi notre propre site qui est un moteur de recherche collaboratif qui s'appelle All.site. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il faut juste taper All.site et vous serez sur le site. Vous avez la référence aussi de cette même formation présentée par notre CTO Aline Paponou. Sur le panel de QR code, sinon vous aurez dans la rediff. Donc, on va commencer par définir c'est quoi une recherche conversationnelle. C'est juste une façon d'échanger des requêtes avec le système de recherche. Nous avons plusieurs types de recherche. Nous avons le question answering qui permet de poser une question au moteur de recherche et de donner une réponse directement en suivant un contexte. Nous avons le voice assistant aussi. On peut donner des requêtes avec la voix et recevoir du coup des résultats. Et nous avons aussi le chatbot du coup qui permet d'effectuer une conversation presque réel, comme si on parlait avec un humain pour échanger, poser des questions, avoir des réponses humaines. Et du coup, bon, on a dit trois façons de faire du search. On a plusieurs aussi devices sur lesquels on peut faire du search. Et du coup, la taille des écrans, elle diffère sur ces devices-là. On a soit sur le web un écran large. Là, on voit la liste des résultats, on a les filtres, on peut affiner notre recherche, la barre de requête, etc. Sur des tailles moins petites, par exemple le mobile, on a soit le résultat, soit une bannière qu'on peut cacher ou afficher pour affiner la recherche. On a aussi des devices style Google Home, on utilise juste la voix pour effectuer nos recherches. Et donc, les challenges qu'on a pu identifier, on peut avoir un manque d'espace pour afficher les résultats, surtout si on n'a pas d'écran. On peut avoir plusieurs résultats, donc il faut savoir comment les affiner. Et on peut aussi avoir des recherches imprécises si on mal formule notre demande à l'assistant vocal ou bien que l'assistant vocal il comprend mal notre demande. On a aussi des mots de liaison ou des bruits sur les recherches plus verbeuses. Dans ce cas-là, il faut analyser le texte pour extraire l'intention de la demande. Et aussi, on peut avoir des filtres exprimés en mots-clés. Par exemple, si on cherche un truc bio, il faut détecter que le bio, c'est un filtre à prendre en considération. Donc, pour faire une présentation rapide de ce que c'est une Search API, c'est clair, c'est un système de recherche qui prend en entrée des inputs, du texte, des filtres, du sorting et d'avoir en output le résultat du coup de search avec des shortcuts, des facettes, etc. Et du coup, le challenge ici, c'est d'adapter cette API à la voix, à la recherche à la voix, pour pouvoir faire la recherche à la voix du coup. Et les étapes, c'est que l'utilisateur il va parler, on va récupérer la voix et on va la transformer grâce à une technologie qui s'appelle speech to text. Et après avoir transformé du coup la voix en texte, on doit extraire
l'intent, le utterance et les slots, c'est-à-dire l'énoncé, l'intention et les slots, les mots-clés, pour pouvoir après construire notre query et la faire passer sur notre moteur de recherche. Pour voir plus en détail sur la reconnaissance vocale, on a des ondes du coup qui sortent de la bouche et qui sont détectées grâce à des modèles linguistiques pour créer des phonèmes. Et après, ces phonèmes-là, ils sont passés dans un dictionnaire pour avoir l'hypothèse la plus proche de ce que nous avons dit et faire de récupérer le mot qu'on vient de dénoncer, avoir une hypothèse la plus proche pour pouvoir du coup, transférer cette voix en texte. Et du coup, une fois que la voix est transformée en texte, on revient au l'intent, l'utterance et les slots. Du coup, si je dis par exemple, je veux commander une pizza, l'intention c'est commander, c'est toujours au tout début, c'est le verbe. Et l'utterance, c'est la façon, la déclaration que l'utilisateur du coup, a énoncé, c'est commander une pizza. Et du coup, on récupère le slot qui est la pizza, qui est le mot-clé dans cette phrase. Par exemple, je recherche des tomates, tomates comme des slots, etc. Et du coup, notre implémentation, nous, on avait fait notre propre prototype basé sur la librairie qui s'appelle Web Speech Mozilla pour du coup pour faire la transformation des phonèmes en texte. Mais sur notre implémentation, on va utiliser le Google Assistant pour éviter tous les problèmes de détection des phonèmes. Du coup, l'implémentation consiste à utiliser l'application Google Assistant, que ce soit sur une application, sur un device Google ou un smartphone ou n'importe quel device Google du coup. Et ça consiste à créer un webhook. Et dans le webhook, en fait, on va déclarer des interactions qui vont déclencher l'utilisation de pour que les requêtes, en fait, ils passent dans notre moteur de recherche. Du coup, la query, elle va passer dans notre webhook. Le webhook, il va extraire les intents, les utterances et les slots. Il va passer, du coup, c'est les mots-clés à notre A2 proxy. Le A2 proxy, du coup, il va réécrire la query pour la faire passer à notre moteur de recherche. Le moteur de recherche retourne, du coup, le résultat au A2 proxy qui retournera ça au webhook et on aura le résultat affiché sur notre Google Assistant. Et du coup, le challenge, je laisse Pietro Donc, la parole. on a déjà parlé des différentes problématiques de la recherche vocale. Maintenant, on va dérouler un peu rapidement tous les différents problématiques ensemble. Donc, la manque d'espace pour afficher des informations. En fait, on voit bien qu'on n'aura jamais la même interaction qu'on a avec des dispositifs comme des ordinateurs ou des écrans quand on n'utilise pas la recherche vocale. Et donc, comment on peut rechercher des produits, par exemple, si on utilise un assistant vocal dans le cas de l'utilisation de la voix plus un écran, de l'utilisation de la voix, comme dans le cas de Google Assistant ou Alexa, eh bien, on peut faire ça en utilisant un workflow. Donc, ça veut dire qu'on gère un dialogue avec l'utilisateur. Donc, on lui demande de chercher des produits. Il nous dit qu'il veut chercher des tomates, par exemple. Et après, on passe à la question suivante en essayant de filtrer entre les différents produits. Par exemple, on peut demander à l'utilisateur s'il veut des tomates bio ou pas bio. Et donc, on gère comme ça notre dialogue et on arrive à afficher, juste au moment qu'on arrive à afficher très peu de produits, où on arrive à donner, dans le cas de la voix, notre liste de produits. Deuxième problématique, comment on peut affiner notre recherche? Bon, on a déjà dit, on peut utiliser des filtres. Donc, le problème ici, c'est comment on peut choisir les filtres pertinents. Eh bien, le moteur doit déjà connaître les filtres qu'il doit demander à l'utilisateur.
Et pour aller plus loin, on peut aussi faire du clustering et de la personnalisation. Donc, on peut, par exemple, avec la personnalisation, on peut se baser sur l'historique de recherche de l'utilisateur. Voilà, ça c'est un talk qui parle des facettes rélévantes, de comment on peut trouver les facettes rélévantes pour notre recherche. Donc, on peut l'utiliser on peut utiliser les facettes pour trouver les filtres à pousser, à donner à notre utilisateur pour rechercher dans la liste des produits en utilisant la voix. Voilà. Troisième challenge, donc comment clarifier dans le cas de la recherche imprécise. Et voilà, on peut utiliser de la disambiguation. Donc en fait, des fois, on se retrouve à rechercher des mots, peut-être le moteur de recherche n'arrive pas à comprendre si on demande des oranges, il n'arrive pas à comprendre si on veut des oranges, ou plutôt on parle de provider orange. Et donc, on peut utiliser du clustering pour désambiguer. Et donc, on peut associer des mots à des différentes clusters. Donc, dans le cas ici, on a cherché des oranges et l'orange, elle était bien associée à son cluster des fruits. On fait ça en utilisant Carrot, c'est un plugin Elasticsearch. On a la version 2 maintenant et il est très utile et très puissant. Comme tous les plugins Elasticsearch, il arrive bien à élargir un peu le search dans Elasticsearch. Quatrième problème, les mots de liaison au bruit dans la requête. Donc, quand on communique avec notre moteur de recherche, on utilise souvent notre langue. Donc, on ne demande jamais quelque chose spécifiquement. On utilise des mots de liaison. Voilà, ici, par exemple, on a « je rejette du chocolat, s'il vous plaît ». Mais là, on voit bien que le mot qu'on doit utiliser dans notre recherche, c'est juste le mot « chocolat ». Donc, on connaît Elasticsearch, on peut utiliser des stopwords pour supprimer les différents mots de liaison. Mais nous, on a fait quelque chose de plus. On a indexé les différentes requêtes pour identifier les mots de liaison. Et donc, voilà, ici, on a indexé toutes les différentes requêtes et donc on a appliqué des différents filtres. Dans le premier cas, on n'a pas de filtres, on voit les requêtes, les morceaux plus fréquents dans notre requête, donc on a les différentes particules du data. Deuxième partie, on applique le stop word standard. Donc on voit comme les différentes particules ils sont parties parce qu'on a le stop word standard de la langue française. Après, on applique les stop word métiers et donc on voit des autres mots qui sont partis dans notre liste. Et à la fin, on a appliqué des shingles. Et donc, on a trouvé toutes les différentes combinaisons de mots qui sont plus fréquents dans notre requête. Et on peut utiliser ça pour filtrer. Et voilà, ça, c'est un article de blog sur le sujet, si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Voilà. Et deuxième... mais toujours très importante, comment on fait quand on exprime des filtres en tant que mots-clés. Donc, par exemple, si on cherche des tomates bio, peut-être on ne peut pas réfléchir dans notre index des tomates bio comme texte, mais on peut aussi chercher des tomates et utiliser le mot bio comme filtre. Donc, comment on peut reconnaître que bio, c'est un filtre? Et on peut utiliser du Name Identity Recognition, donc de reconnaissance d'identité nommée. Donc, associé, dans ce cas, on voit dans le cas de tomates bio, on associe le bio à un flag dans notre index. Et donc, on peut utiliser ça comme filtre. La même chose dans le deuxième exemple. Donc, on peut reconnaître qu'Aline Pono, c'est une personne. Et donc, on peut filtrer par speaker. Dans ce cas, c'est une conférence élastique, donc on peut filtrer par speaker. Bon, très rapidement résumé, si on manque d'espace, il faut poser des questions, il faut gérer un dialogue avec l'utilisateur, bien sûr. Si on a un nombreux résultats et si on a de la recherche précise, facettes, filtres, clustering et personnalisation. Dans le cas, on a des modulations au bruit dans la requête. On doit indexer les requêtes et créer notre propre liste de stop word, c'est pas mal.
Et le filtre exprimé en tant que mot-clé. Dernier problème, on a dit extraire les entités nommées et recueillir la requête. Voilà, c'est le moment des démos. On a 3 démos. Ils sont 2 vidéos. Donc, ça, c'est notre moteur de recherche collaboratif. Ici, on a un QR code pour le site, mais sinon, on a même le lien. Ça, on a utilisé ici le plugin, la librairie Mozilla pour créer notre assistant vocal. Elasticsearch. Voilà, c'est très rapide, c'est très en recherche, utilisant un mot très rapidement. Voilà. Elasticsearch. Et là, on a compris. Voilà. Deuxième démo, ça c'est notre assistant vocal avec Google Assistant. Comme on a dit, dans 5 jours, on ne pourra plus faire ça, mais on pourra développer la même chose sur Alexa, sur les autres dispositifs. Parler avec mon moteur A2. Bien sûr, voici la version test de mon moteur A2. Bonjour, que cherchez-vous? Je cherche des tomates. J'ai trouvé 189 produits pour vous. Quelle est votre marque préférée? Carrefour Bio. J'ai trouvé 11 produits pour vous. Quel est votre rayon préféré? Bio et écologie. Le meilleur produit que j'ai trouvé pour vous est tomates séchées Carrefour Bio. Voulez-vous plus de résultats? Oui. Voici les meilleurs 3 produits suivants. Merci. Ravi d'avoir pu vous aider. Voilà. À bientôt. La dernière démo et dernière démo. Donc, on a dit on peut avoir différentes façons de faire notre recherche conversationnelle. On peut utiliser la voix, mais on peut aussi utiliser une façon de faire un peu style chatbot. Et donc, on a essayé une espèce de prototype pour connecter notre moteur de recherche à deux. C'est un moteur de recherche qui tape sur toute une liste de différents produits de magasins avec ChatGPT. Donc, on a intégré tout ça. Et là, je dois faire un truc, parce que sinon, on ne voit pas. Je vais partager l'intégralité de mon écran. Voilà. Voilà. Bon, là, on a l'interface très simple, c'est juste pour la démo. Et donc, on peut, si je vais écrire, on peut demander à notre assistante des tomates. Bon, les tomates, c'est toujours des tomates, mais on peut demander n'importe quoi. On va faire un test après. Avec n'importe quoi, on peut lui demander presque n'importe quoi. Ça prend un peu de temps. Aussi, bon, voilà. Voilà, on a notre requête. Là, on a généré notre requête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a une requête spécifique pour notre plugin A2. Donc, on a du texte, on cherche des tomates. On a fait du named entity extraction sur notre requête. Donc, sur cette requête ici, on a fait, c'est spoiler, on a fait du named entity extraction. On a fait l'extraction d'un objet ici, c'est les tomates. Donc, on a utilisé les tomates ici, voilà, dans notre requête. On va aller sur Kibana juste pour faire donc, je vais lever ça, je pense que ça va marcher. Donc, c'est la requête pour dire elle est identique. Cette requête, elle est envoyée vers Elasticsearch, vers A2, donc Paris. Et donc, on a tous les premières, dans ce cas, premiers 5 produits avec numéro de série, prix, emballage. Et après, on a aussi ChatGPT qui nous disent bon, les tomates rondes en gragon sont vraiment délicieux, elles sont très fraîches aussi. Je vous les recommande vivement. Si vous cherchez autre chose que des tomates, donc il suggère aussi d'autres ingrédients. Je peux recommander des poivrons, des aubergines, des courgettes. Bon, voilà. Et après, il fait des blagues sur Carrefour, parce que en fait, c'est notre moteur pour Carrefour. Mais les blagues, ils ne sont pas. Ouais. Voilà. Donc, petit test là, c'était juste un test pour
Donc là, on a dit des tomates rondes en grappes grec. Et voilà, on peut le retrouver dans notre, j'espère, on peut le retrouver dans notre résultat. Donc là, on a un product size de 5, donc on recherche juste 5 produits. On envoie ces 5 produits vers ChatGPT. On lui donne un prompt. On lui dit, bon, tu utilises ce produit pour décrire ce produit. Dans le cas, on peut utiliser ce produit pour faire des choses. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des pâtes, on peut faire des autres recettes, des omelettes. C'est le chat GPT public ou c'est quoi? Oui, c'est le public. En fait, oui, on a, bon, pour l'instant, Cela, vous lui donnez aussi des. on des peut données choisir. aussi. Ouais, mais vous renvoyez aussi des données, là. Oui, on envoie des données, on envoie les produits, en fait. En fait, on envoie le nom du produit, le numéro de série, la nature, le prix et l'emballage. C'est dans le prompt, quoi. Oui, on l'envoie dans le prompt. Le prompt, il est précédé, on a des instructions, on lui dit, si quelqu'un te demande des choses qui ne sont pas cohérentes avec la recherche qu'un utilisateur peut faire dans un magasin comme Carrefour, réponds pas, parce que sinon, il peut répondre n'importe quoi. Voilà. Et après, on peut vraiment demander n'importe quoi. Là, on va faire un cas un peu drôle. Là, on demande des pâtes panzani. Ouais. Là, on va générer notre requête. Bon, je vais partir sur la requête. On voit bien, on a des pâtes, comme dans le texte, et après, on a des filtres. Et les filtres sont faits sur le brand, la marque de produit qu'on a choisi. Donc, on a une NDT Fashion qui nous donne ça comme résultat. Panzani, ouais. Et là, là, il nous donne comme réponse des produits. Bon, on voit que ce n'est pas toujours des pâtes Panzani dans ce cas. On a des produits Carrefour, mais il s'explique parce qu'en fait, en tapant sur le moteur de Carrefour, Carrefour il a des boosts sur certains produits. Les produits Carrefour, ils vont arriver toujours en première. Et donc là, on a des produits Carrefour. Mais on peut lui demander aussi de filtrer. Bon, je peux lui dire, bon, on t'a demandé des pâtes Panzani, tu m'as donné des pâtes Carrefour. Il nous va répondre. C'est vraiment juste des pâtes Panzani, pas Carrefour. Et là, elle va passer encore Carrefour, donc ça va rater la démo. Ça, on n'a pas testé. Et là, c'est du pur ChatGPT, il n'y a pas de LangChain, il n'y a pas rien du tout, là, c'est juste. On n'a pas utilisé LangChain. On a utilisé Streamlit. Et il a un. Voilà. On a utilisé Streamlit, on a utilisé des Streamlit Chat, qui c'est une librairie qui est basée sur Streamlit. C'est toujours de Python. Et on arrive bien à gérer la chronologie des messages. Donc, il garde toujours. Mais ça serait mieux de passer à LangChain. Ça, c'était pour la démo, juste pour la blague un peu. Et donc, voilà, là, je suis désolé, je ne savais pas que je cherchais uniquement des pâtes de la marque Panzani. Nous avons deux options Panzani. Bon, on reprend les deux options-là, 1,85 € et 1,99 €. Et après, bon, toujours des recettes, des choses à faire, de la sauce. Voilà. C'est très sympa. On peut lui demander des recettes. Des pâtes. Pesto. J'ai bien écrit. Pesto, bon, j'espère. Après, il comprend, même si j'écris mal, il va comprendre parce qu'il y a toujours le ChatGPT derrière, et donc il est fort. Bon. Et là, on a notre requête, donc pâte et pesto. Il va régénérer la même requête avec pâte et pesto. Il va l'utiliser pour nous dire, bon, c'est facile à faire du pâte avec du pesto, on n'a pas besoin de ça, mais
Ça nous donne un peu, pour faire des pâtes au pesto, vous avez besoin des pâtes, voilà. Des pestos, de parmesan râpé et de noix de pain. Bon, ouais, peut-être. Voici une recette. Donc, il nous donne la recette, il nous donne des instructions pour le préparer, il nous conseille des pâtes. Encore une fois, il nous conseille de la marque Carrefour, mais aussi de la marque Panzani. Et encore une fois, il nous donne un blague sur Carrefour. Je ne comprends pas les blagues je vais répéter. Et voilà. Je pense on n'a pas trop de temps. Ceci, elle est spirituelle, ceci. C'est le pot de moutarde qui attend dans les rayons, donc c'est spirituel. Oui, là, l'idée, en fait, c'est d'interroger le moteur, qui va donner une réponse. Et Non, il a d'autres maisons. par exemple, la réponse, en fait, sur la manière, en fait, de se parler, en fait, comme c'était aliment, on dit, c'est ça. Dans la démo précédente, c'était, on a interrogé le moteur pour faire ses courses. C'est juste que, comme on est sur un petit écran sur l'assistant, quand il y a trop de réponses, le moteur pose des questions supplémentaires pour que l'utilisateur arrive à sa réponse plus facilement. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée de cette approche de ce module, c'est qu'on prend un moteur standard qui sait fonctionner de manière standard avec des mots-clés, des filtres, peut-être qu'il y a de l'autocompression et va donner des suggestions, des choses comme ça. Et puis, on essaie d'interagir avec cette API d'une autre manière, d'une manière plus conversationnelle. Voilà. C'est quoi la prochaine étape? Open source. On a déjà écrit là, Falcon. Déjà, Non, c'est la blague. Déjà, en fait, il y a quelque chose qui est déjà arrivé. Donc, avant, ça s'appelait Question Answering. Et ça marche aussi dans l'interface. On demande au moteur, le moteur classique, qu'est-ce qu'il fait? Il va présenter des liens sur lesquels il faut cliquer pour trouver la réponse. Donc, il y a la dernière étape de trouver la réponse. C'est à l'humain de le faire. En fait, il y a une action manuelle. Et donc, ce qu'a introduit Google avec Bolt, c'est qu'on n'a même plus besoin de cliquer parce qu'on a un pavé, en fait, où il a mouliné un peu le résultat et il a donné une réponse. Il a fait le prompting des question answering. Il a fait le truc. Ça, donc ça, c'est le question answering. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire de la summarization. C'est-à-dire qu'on va prendre les résultats, on va prendre les documents PDF qui peuvent avoir 50 000 pages derrière et on va les extraire l'essence de ça pour dire voilà ce que tu as rendu ta recherche. Voilà un peu de quoi ça parle. Et après, ça peut partir dans d'autres conversations plus tard, pour dire non, j'affine, tu n'as pas compris, je voulais pas ça, je voulais ça, etc. Mais l'idée, c'est de combler ce gap-là, en fait, où ta réponse, tu n'y es pas encore, en fait. Il faut que tu cliques, tu lises, tu compiles et tu trouves la réponse. C'est ça. Et vous avez utilisé un truc qui s'appelle le ChatDoc. Non. ChatDoc, en fait, on prend son document, on le télécharge sur le site de ChatDoc. Bon, après, c'est avec l'API ChatGPT derrière. Et donc, là-dessus, on peut poser des questions sur le document. On parle avec son document. Oui, On parle avec son document. Il peut faire un résumé, évidemment. Puis après, on peut poser des questions sur le document. Quels sont les arguments du document? Citez-moi 3 idées. Et le truc, il crache. Hein. J'ai utilisé un peu. Devient une API, en fait. Ouais, le document, il y a une petite fenêtre et puis ça crache les réponses. Ça donne beaucoup d'idées en technologie. Ça te donne vraiment beaucoup d'idées, des choses que tu peux faire. Ceux qui étudiaient, je pense, ceux qui font des brevets, ça, qui doivent étudier des documents, quoi. Ouais, ils foutent ça dans ChatDoc, ils posent des questions sur le document et puis ça crache. Il a pas l'air de trop halluciner parce que là, il est dans le contexte du document. Ouais, il faut lui dire aussi dans le prompt de donner des réponses qu'il trouve dans le document. Ouais. Parce que sinon, les hallucinations. Là, tu peux le forcer parce que ChatDoc, justement, On a trouvé des hallucinations. il est serré là-dessus. Par exemple, si on cherche dans un forum, on fait sur Stack Overflow, par exemple. Et donc, il faut qu'on aille cliquer pour avoir la vraie réponse. Ouais. L'idée, c'est d'avoir en fait l'intelligence
de donner à l'utilisateur la réponse directement, en moulinant les réponses qu'il y a dedans. On les compile, on les agrège, on les sommarise, on crée un sommaire. Si c'est ambigu, on ne fait pas juste le sommaire, mais justement c'est là où les name entity extraction interviennent. Si c'est ambigu, on dit, voilà, tu veux plutôt aller dans cette direction-là ou plutôt dans cette direction-là, parce que là, je ne suis pas sûr. Et là, donc c'est ça, c'est votre prochaine étape. Vous allez tester les modèles open source de LLM pour faire du résumé, Pour faire du résumé, du name entity extraction, pour faire, Ouais, nous, en gros, c'est le seul endroit où on a vu l'utilité en enterprise search, parce qu'il y a une grosse contrainte, enfin, c'est par rapport aux clients qu'on a, mais il y en a aucun qui veut être sur le cloud. Les chat GPT, machin, évidemment, dans le nucléaire, ils n'ont pas forcément envie que la doc aille quelque part, je sais pas qui c'est qui a dit. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on surveille, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, mais c'est la qualité des modèles open source qui sont disponibles. Et puis aussi les décanes qu'il faut derrière. Toujours. 24, pardon, c'est du 24 gigas. Ça dépend si de RAM de GPU, quoi. Ouais, c'est ça. Soi-disant, on peut faire des trucs encore plus petits, mais bon, plus S'ils ont 7 milliards de paramètres, 15 gigas, ça va. De RAM. Ouais, j'ai Mais pas après, essayé. bon. Si, sur Colab, j'ai essayé sur Colab, ça marchait. J'avais un truc à 16 gigas, la Colab gratuit. Avec le gratuit, ça marche. Ouais, Colab gratuit, à 16 gigas, on voyait ça montait la RAM. Et puis il arrivait à s'en sortir. Mais le fichier analysé, il faisait quelle taille? Là, c'était juste du prompt, c'était sur. C'était Ouais. quoi là le truc c'est pas Falcon 7B ou Viconia ou je sais pas quoi. Donc, Parce que je me demande ce que ça consomme quand on lui file un document PDF, justement, tu dis des typages, je suis curieux de savoir quelle RAM il faut. déjà, on ne peut pas envoyer des documents de bouclage. Ouais, Parce c'est qu'en entrée, on peut envoyer juste à 4000 tokens pour ChatGPT. Les autres modèles, faut le donc, tokeniser, quoi. Faut le tokeniser, mais ouais, il faut ça, le tokeniser, ça fait pas bien compliqué, je pense. Ouais. Nous, on a arrêté avec Berthe, on a eu des OEM, même sur Spacey, même le développeur, enfin l'éditeur de Spacey, il disait, voilà, je sais pas, des fois il y a de l'OEM, on sait pas trop, faites les plus petits parce que ça plante plus, quoi. Il y a un moment où ils savent même plus trop pourquoi ça fait de l'OEM. Donc je me méfie. Enfin, nous, on surveille, on n'a pas la capa de voir, mais je suis curieux de voir ce que ça fait. Geekfest, ils ont un paquet de librairies qui ont l'air de marcher, quoi. Ouais, on les fait marcher sur Colab. Il faut qu'ils vivent aussi, il fait ce que je. Ils vendent de la machine maintenant sur Spaces. Ah, voilà, ils vendent des machines. On peut louer une GPU, elles sont un peu plus chères que les trucs moins chers, mais moins chers qu'AWS. Il y a toujours des gens qui font de l'open source. Des formations. Faut pas les craindre, parce que j'ai remarqué, il y a plein d'ingénieurs de AWS qui devaient être bien payés qui partent chez Geekfest. Donc, je pense qu'ils ont les moyens de les payer. Ils ont levé des fonds, Geekfest. Donc ils sont pas à la rue. Pour sortir de l'open source. Bon, merci.